Compte rendu du gouvernement. Compte rendu de la 76e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 30 janvier 2026 la 76e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'appliquer la loi relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication. Le président de la République attache une importance primordiale à la pleine application de lois de la République, socle de l'état de droit, de la justice sociale et de la crédibilité de l'action publique. À cet égard, il a rappelé que la loi numéro 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et technologies de l'information et de la communication, adoptée pour moderniser et assainir les secteurs, consacre des avancées significatives, notamment en faveur de travailleurs congolais. L'article 40 de la dite loi reconnaît expressément le droit des travailleurs congolais des entreprises de télécommunications de participer à la hauteur de 5% au capital social de leurs entreprises. Cette disposition vise à promouvoir l'inclusion économique nationale, à renforcer la justice sociale, à améliorer les climats sociaux et à favoriser un partage équitable de la valeur créée dans ces secteurs stratégiques de l'économie. Toutefois, il constaté avec préoccupation que cette disposition, déjà prévue par la législation antérieure de 2022 et reconduite par la loi en vigueur, n'a jamais été effectivement mise en œuvre. Cette non-application persistante constitue une anomalie juridique et sociale ayant pour effet la privation d'un droit légalement reconnu aux travailleurs, le maintien des déséquilibres dans la gouvernance des entreprises du secteur et l'affaiblissement du dialogue social. Le président de la République a estimé à ce jour qu'il est impératif de mettre fin à cette situation incompatible avec les principes d'équité, de souveraineté économique et des respects de la légalité républicaine. La mise en œuvre effective de l'article 40 de la loi numéro 20/017 s'impose dès lors comme une exigence de justice sociale et de bonne gouvernance. Ainsi, il a instruit la Première ministre de mobiliser sans délai les ministres des Postes et Télécommunications en associant étroitement l'autorité des régulations de la Poste et des télécommunications aux fins d'engager des échanges responsables avec les entreprises de télécommunications en vue de pallier cette anomalie. Ces échanges devront permettre de définir de manière concertée les modalités pratiques, juridiques et financières nécessaires à l'opérationnalisation globale et effective de la loi 20/17, en particulier s'agissant de la participation des travailleurs congolais au capital social des entreprises de télécommunications, conformément aux prescriptions de son article 40, et devront, à titre préalable, conduire à la levée formelle du moratoire ayant eu pour effet de différer l'ouverture du capital social au bénéfice du travailleur. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la poursuite du plaidoyer pour l'appropriation nationale et la reconnaissance internationale des génocides congolais. La République démocratique du Congo demeure confrontée depuis plusieurs décennies aux conséquences dramatiques des atrocités des masses perpétrées sur son territoire,
particulièrement dans sa partie est ayant entraîné la mort de milliers de nos compatriotes, des déplacements massifs de population, ainsi que de souffrances humaines d'une ampleur inacceptable. Face à ces tragédies nationales, le président de la République a engagé un combat résolu visant à faire connaître à la face du monde la réalité des crimes graves commis sur le sol congolais, à promouvoir leur appropriation nationale par notre peuple et à œuvrer pour leur reconnaissance internationale en tant que génocide. C'est dans ces cadres que lors de la 45e et de la 63e réunion du Conseil des ministres, il avait instruit le gouvernement de doter notre pays d'une stratégie nationale de plaidoyer sur la reconnaissance internationale des génocides commis sur notre territoire. L'existence effective de cette stratégie, élaborée grâce aux efforts conjoints du gouvernement sous la conduite du ministère des Droits humains, avec l'appui notamment de la CIAVAR et du FONAREF et d'autres acteurs nationaux engagés, est un pas important. Toutefois, l'enjeu majeur réside désormais dans la mise en œuvre effective, structurée et cohérente de cette stratégie. À cet égard, il est impérieux que cette phase opérationnelle soit activée sans délai et avec une coopération de tous les acteurs. À cet effet, le président de la République a engagé le gouvernement, sous la coordination de la Première ministre, à mobiliser les ministres des Droits humains, le ministre de la Communication, médias et porte-parole du gouvernement, ainsi que l'ensemble des institutions et acteurs concernés afin de conduire ces plaidoyers dans un cadre pleinement coordonné, garantissant la cohérence des messages, l'alignement diplomatique et l'efficacité de l'action au niveau national, régional et international. Ces plaidoyers, a-t-il martelé, doivent s'inscrire dans une démarche rigoureuse, crédible et constante à la hauteur de la mémoire des victimes et des attentes légitimes du peuple congolais en vue de la reconnaissance de la vérité historique, de la justice et de la réparation. La mémoire des victimes, la dignité de la nation et l'exigence de justice commandent que ces combats soient menés avec détermination, unité et responsabilité. Un rapport de mise en œuvre de cette stratégie est attendu sur une base trimestrielle du ministre des Droits humains afin de lui permettre d'apporter en temps utile les orientations ainsi que les arbitrages nécessaires. Dans la suite de la communication du président de la République, la Première ministre et chef du gouvernement est revenue sur les conclusions de la réunion du comité de coordination du programme de développement local de 145 territoires. Cette réunion qu'elle a présidée a permis aux membres du dit comité de dresser un état des lieux du programme, d'évaluer les besoins financiers pour finaliser la mise en œuvre de la deuxième composante du volet 1, ainsi que pour les volets 2 dont l'exécution nécessite des études de faisabilité, de faire une analyse des contraintes structurelles ainsi que des perspectives du PDL 145 territoires. Face à cette situation de ralentissement observée et en réponse à l'ambition clairement exprimée par le président de la République, la Première ministre a évoqué l'impératif d'accélérer l'achèvement de l'ensemble des infrastructures prioritaires durant cette année. L'objectif est que chaque territoire rural puisse bénéficier sans délai des dividendes de l'action publique. Il est donc urgent de mobiliser les fonds nécessaires en garantissant une mise à disposition régulière des financements pour l'exécution des travaux. Elle a épinglé les actions prioritaires à réaliser en 2026, lesquelles visent à assainir les contrats défaillants, réviser les modalités d'exécution, tout en intégrant les contraintes sécuritaires et logistiques, de renforcer la gouvernance en instaurant davantage de rigueur, de transparence et de redevabilité, et intensifier les missions de contrôle et suivi sur le terrain, accélérer les réformes et prioriser les chantiers structurants. Au regard de ces priorités et face aux défis entravant la bonne exécution de ce programme, la Première ministre a chargé chaque membre du gouvernement concerné, selon ses attributions comme suit, au ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, en collaboration avec les ministres des Finances, d'organiser d'ici fin février 2026 des missions conjointes, des suivis et d'évaluation du programme avec les ministères sectoriels concernés dans le but d'harmoniser les données transmises par les agences d'exécution et les conseils spéciaux du président de la République en charge du programme PDL. Au vice-premier ministre, ministre de Transport, au ministre d'État, ministre du Plan, au ministre d'État, ministre du Développement rural, ainsi qu'au ministre des Infrastructures et Travaux publics, de mettre à jour la cartographie
des routes prioritaires et des voies d'accès pour la mise en œuvre du PDL 145 territoire. Aux experts du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, ainsi qu'aux autres ministères sectoriels concernés, d'organiser rapidement une réunion en vue de rationaliser les projets, notamment celui du programme d'action du gouvernement 2024-2028, en cohérence avec les programmes de développement local de 145 territoires. Aux agences d'exécution, de transmettre au gouvernement, dans les meilleurs délais, la liste des entreprises en régie et de poursuivre les démarches légales y afférentes. Un rapport détaillé devrait être soumis au plus tard fin février sur l'ensemble des assignations susmentionnées afin d'assurer un suivi efficace du programme. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par une large satisfaction de l'opinion consécutive à l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'Université des Kananga Unikan et de la direction provinciale de la Direction générale des impôts, arborant ainsi la détermination et la volonté du président de la République dans la modernisation des infrastructures publiques. Le souhait, par une frange de l'opinion, de voir la République démocratique du Congo solliciter des poursuites judiciaires contre le Rwanda à la suite de la déclaration de leur ambassadrice aux États-Unis attestant les soutiens de son pays aux terroristes de la FCM-23 dans la guerre d'agression que nous connaissons dans la partie est du pays. Au plan politique, le Conseil a été informé de la décision unanime du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central d'autoriser l'instruction contre le gouverneur de province pour un présumé détournement, et ce, à la suite d'une réquisition du procureur général près la Cour de cassation. L'autre information portée à la connaissance de membres du gouvernement, c'est la publication le 27 janvier 2026 par la CENI du calendrier de l'organisation de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sankuru dans les scrutins fixés au 24 mars 2026. Sur un autre volet, l'atelier consacré à l'initiative Système d'alerte précoce pour tous s'est tenu le 28 janvier 2026 à Kinshasa sous la direction de la Première ministre en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction du risque de catastrophe. L'objectif était d'élaborer avec le partenaire technique et financier une feuille de route nationale du système d'alerte précoce pour tous afin de mieux protéger les populations, renforcer les capacités d'anticipation et de réduire les pertes humaines et matérielles et de renforcer la résilience du pays. À travers cette étape stratégique pour améliorer l'anticipation de catastrophes, le gouvernement réaffirme sa détermination à renforcer la protection des populations face aux risques de catastrophes sur l'ensemble du territoire national. Sur un autre chapitre, le VPM intérieur a informé le Conseil de la tenue imminente de la première réunion du Comité national de pilotage de mise en œuvre et du suivi des réformes institutionnelles. Bien que ces comités aient été juridiquement institués et administrativement lancés, son installation effective n'a pas encore eu lieu, limitant ainsi la capacité opérationnelle du ministère ayant dans ses attributions les réformes institutionnelles à assurer la cohérence, l'alignement et l'impact des actions engagées dans différents secteurs de l'administration publique. Cette première réunion du Comité national marquera ainsi un tournant décisif pour son implantation dans la gouvernance de réformes institutionnelles en République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présenté la situation sécuritaire et opérationnelle sur les différents fronts, principalement dans le nord et le sud Kivu et en Ituri, où les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leur position et protègent la population et leurs biens face aux attaques de la coalition RDF-M23-AFC. En Ituri, les miliciens de la CRP Zaïre de Thomas Lubanga sont actuellement en perte de vitesse en territoire de Djougou grâce aux offensives des unités des FARDC qui ont également renforcé la traque contre les ADF-MTN en territoire d'Urumu. Dans la partie ouest du pays, la sensibilisation au processus de désarmement et de démobilisation se poursuit sous la conduite du ministre délégué en charge des anciens combattants qui enregistre des résultats positifs avec la réduction et la remise des armes de quelques éléments Mobondo.
Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Le gouverneur de la Banque centrale, intervenant comme invité au Conseil de ce jour, a brossé les derniers développements de la conjoncture économique du pays. Il a indiqué que le contexte économique intérieur a été marqué par une stabilité du rythme hebdomadaire de formation des prix, tandis que le marché de change a affiché des évolutions contrastées entre le cours indicatif et parallèle. Au cours de la quatrième semaine de janvier 2026, le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,16% contre 0,15% la semaine précédente, portant les cumuls annuels à 0,83%. En glissement annuel, le taux d'inflation s'est établi à 2,29% contre 11,7% à la période correspondante de 2025. Sur les marchés d'échange, il a été fait mention du bon comportement du franc congolais qui, par rapport à fin décembre 2025, a connu une légère dépréciation à l'indicatif et une appréciation au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits de base intéressant l'économie congolaise se sont globalement bien comportés. Le gouverneur de la Banque centrale a réitéré ses recommandations pour le maintien d'une coordination étroite entre les politiques monétaires et budgétaires afin de préserver la stabilité macroéconomique et le pouvoir d'achat intérieur et l'accélération du processus de mise en œuvre des réformes structurelles visant à diversifier la base productive. Au chapitre de la santé sur la situation épidémiologique, le ministre de la Pêche et l'Élevage, faisant l'intérim du ministre de la Santé publique, a présenté au Conseil la situation épidémiologique du pays. En ce qui concerne le choléra, une tendance à la baisse a été observée au cours de cette semaine où le nombre des nouveaux cas est passé de 1811 à 1688 cas suspects dans ces décès, soit une létalité de 0,4% contrairement à la précédente semaine épidémiologique. Au cours de la même période, Kinshasa a enregistré 170 cas suspects et 4 décès. 55 malades actifs sont pris en charge dans les centres de traitement. Les actions de riposte se poursuivent. Au sujet du Mpox, il a été rapporté que le directeur général d'Africa CDC a procédé à la levée de l'urgence des santé publique des sécurités continentales pour cette épidémie après la levée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS en septembre 2025. Cette décision fait suite à l'amélioration de la situation épidémiologique avec la baisse considérable des nombres de cas et décès au niveau du continent, notamment en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, au Burundi, en Ouganda. Cependant, la maladie n'est pas finie, elle reste endémique. Ainsi, le ministère de la Santé maintient les Mpox comme une urgence nationale jusqu'en mars 2026 afin de leadership et les financements nationaux en routine. Note d'information relevant du ministère du Plan. Le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a informé le Conseil de l'organisation d'une table ronde sur les financements du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Cette table ronde vise à engager un dialogue stratégique de haut niveau entre le gouvernement et l'ensemble de parties prenantes afin de mobiliser de manière concertée les financements additionnels relatifs à la réalisation des opérations du RGPH2 dans les processus connaît à ce jour une accélération significative en vue de doter notre pays des statistiques démographiques fiables, actualisées et indispensables à la planification du développement socio-économique. En effet, le coût global des opérations, estimé à 192 millions de dollars, constitue un défi majeur dans les contextes budgétaires actuels. Les financements du GAP pour achever les processus est tributaire de la mobilisation de ressources financières additionnelles, de partenaires techniques et financiers, de l'option du Basket Fund pour canaliser toutes les ressources dans un fonds unique dédié exclusivement au financement des activités du RPGHD. Avec l'accompagnement technique de l'UNFPA, cette table ronde qui se tiendra au 20 mars prochain constituera une plateforme privilégiée pour recueillir des engagements financiers fermes des partenaires techniques et financiers. Le ministre d'État, ministre du Plan, a préconisé des orientations stratégiques
pour renforcer l'appropriation nationale et maximiser la mobilisation de ressources de partenaires. Note d'information relevant du secteur de droits humains. Le ministre des Droits humains a fait le point au Conseil de l'évaluation de la situation des droits humains et de la rédaction du rapport sur les violations massives des droits des populations civiles après 12 mois d'occupation des villes de Goma, Bukavu et leurs environs par les Rwandais et ses supplétifs. Il a indiqué que les travaux préparatoires sont en cours depuis le 20 janvier 2026 et ont été marqués par un point de presse qu'il a animé le 24 janvier dernier. Ce travail s'est fait avec le concours de la Commission nationale des droits de l'homme, du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme et de la société civile, représentée principalement par les réseaux des défenseurs de droits humains des provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que la CAJ, la ZADO et la Nouvelle Société Civile. Les experts des différents ministères concernés par cette question participent aussi à la rédaction proprement dite du rapport. À la fin de travaux, un rapport détaillé et un rapport synthèse seront publiés dans le respect des normes de protection des témoins ainsi que des victimes. Note d'information relevant du secteur de la culture. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a présenté une note d'information à 2 volets. Le premier volet porte sur la reconnaissance et la protection des motifs et tissus Kuba comme patrimoine culturel national de la République démocratique du Congo. Elle a informé le Conseil avoir signé un arrêté ministériel y relatif garantissant une protection juridique et assurant une portée déclarative essentielle de l'origine congolaise des motifs et tissus Kuba. Cette reconnaissance est cruciale pour préserver un langage visuel ancestral, affirmer l'identité culturelle congolaise, soutenir les communautés d'artisans, stimuler l'économie locale via le tourisme et la mode et assurer la transmission des savoirs uniques à travers ces motifs géométriques codés qui ont inspiré l'art moderne mondial. Ces cadres réglementaires permettent au pays de passer de la spoliation culturelle à la souveraineté patrimoniale, de transformer les motifs et tissus Kuba en actifs culturels et économiques stratégiques pour la nation et les communautés locales et de positionner la RDC comme référence africaine en matière de protection des savoirs traditionnels. Cette reconnaissance permettra également à notre pays d'entreprendre des démarches pour leur protection à l'échelle internationale. C'est ainsi que son ministère prépare déjà les dossiers de l'inscription de cet élément à l'UNESCO. Le deuxième point porté sur les rapports du processus de restitution et rapatriement des biens culturels, des archives et restes de corps humains d'origine congolaise. À cet effet, elle a passé en revue les actions de rapatriement des objets d'art exportés illicitement à l'étranger qui ont été menées par la commission spécialisée. Elle a rassuré de son engagement sans faille à poursuivre les échanges en vue de la signature des différents accords avec les pays concernés pour la restitution de nos biens culturels et les restes humains et de l'exécution de l'accord conclu avec le comité Ota-Benga. L'accompagnement du gouvernement a été sollicité pour encourager les études de provenance et d'identification des objets d'art et restes humains et accorder des facilités pour les rapatriements des ces récupérés en Italie où ils sont gardés dans des musées. Des propositions concernant les lieux des mémoires sûrs et dignes pour enterrer tous les restes humains provenant de l'étranger seront présentées aussi dans un futur proche au Conseil de ministres. La dernière note d'information du Conseil de ministres de ce jour a été présentée par le ministre délégué près la ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise. Cette note présentée en 2 volets. Le premier volet concernait la restitution de l'atelier national d'évaluation des recommandations issues des forums de la diaspora congolaise tenu du 24 au 27 novembre 2025 après une pré-tournée euro-américaine de consultation. En effet, ces 2 activités ont permis d'aboutir à un large consensus autour des 6 recommandations prioritaires considérées comme structurantes et conditionnant la réussite de l'ensemble de l'action de la diaspora. Il s'agit notamment de la mise en place du Haut Conseil de la diaspora congolaise, organe représentatif légitime et inclusif, issu d'un processus transparent pour pallier à l'absence de la structuration de la diaspora. La création du fonds d'investissement de la diaspora,
levier stratégique devra être encadré et promu pour contribuer significativement dans l'essor économique grâce à une gouvernance tripartite entre l'État, la diaspora, les partenaires dont certains se sont déjà manifestés, la mise en place d'un secrétariat général à la diaspora congolaise, la réforme progressive de la double nationalité par l'adoption d'une approche graduelle, mesures intermédiaires immédiates, statut spécial pour les Congolais de la diaspora, la modernisation des services consulaires et la création d'un desk de compétences ou encore l'institution du comité paritaire de suivi de recommandations. Afin d'assurer l'adhésion nationale et l'implication effective de la diaspora, l'atelier a recommandé le lancement immédiat d'une phase d'appropriation matérialisée par une tournée internationale de sensibilisation intitulée Diaspora, cap sur l'action. Le deuxième volet de sa note portait sur notre stratégie diplomatique et enjeux liés à l'élection à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Au regard des échéances du 15 juin 2026 pour les dépôts de candidatures, de novembre 2026 pour l'élection du secrétaire général de cette organisation, il a passé en revue les actions engagées jusque-là et celles en perspective, tout en formulant des recommandations pertinentes visant à permettre à notre pays d'assumer pleinement son leadership au sein de cette organisation, donc la francophonie. Ainsi donc, la République démocratique du Congo présentera un candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 75e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 23 janvier 2026. Au quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers. 2 dossiers ont été présentés par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Le premier portait sur les points d'action urgents de son secteur et directives données aux établissements publics et privés pour la rentrée académique 2025-2026. Elle a évoqué comme action urgente la consolidation du système LMD par l'application intégrale de ces 3 cycles constitutifs, licence, maîtrise, doctorat, le renforcement de la rigueur dans la gestion des établissements et centres de recherche, l'exigence de la performance dans toutes les institutions de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, l'équité, inclusion et soutien aux étudiants, ainsi que les appuis attendus du gouvernement. Pour la réussite effective de cette rentrée académique et la pérennisation des réformes initiées dans le sous-secteur, il a été envisagé de mener plusieurs actions, parmi lesquelles l'évaluation des différents contrats, des partenariats conclus dans le cadre de la numérisation de l'enseignement supérieur, les renforcements des capacités managériales des nouveaux membres des comités de gestion avec l'accompagnement du Sénarec, la standardisation de structures organiques des établissements et centres de recherche afin d'assainir les fichiers du personnel, de fixer les effectifs, de maîtriser les budgets et rémunérations et partant d'améliorer les conditions salariales du personnel, l'accélération du processus de la mise à la retraite du personnel éligible, l'opérationnalisation de la couverture maladie pour l'ensemble du personnel du secteur, le respect des engagements du gouvernement dans les cas des accords de Bibois ou encore l'organisation de la remise des insignes de grands chanceliers des universités et instituts supérieurs au président de la République. Le deuxième point a porté sur l'urgence nationale sur la spoliation des concessions de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA Kipopo-Yangambi. Elle a alerté que le patrimoine scientifique de l'INERA, pilier de la biodiversité nationale, est aujourd'hui en état de siège. Ces constats alarmants font état notamment des spoliations massives de plus de 700 hectares qui ont été illégalement soustraits pour chacun de ces sites, des violences et tortures dont font l'objet les chercheurs et agents de l'INERA, de la part de prédateurs identifiés, l'implication de certains hauts gradés des forces armées de la police qui font preuve de complicité. Face à cette situation, la ministre de l'Enseignement supérieur a sollicité du Conseil
la mise en place d'une commission interministérielle de crise coordonnée par la primature et impliquant les ministères régaliens, avec notamment pour mission prioritaire la notification des déguerpissements sans délai pour les occupants et la démolition des constructions anarchiques érigées sur les parcelles expérimentales stratégiques, le bornage et la délimitation physique, l'audit scientifique pour évaluer l'ampleur des dégâts sur les essais chronologiques, les déclenchements des poursuites administratives et judiciaires contre toutes les personnalités impliquées dans la spoliation et la destruction du patrimoine de l'INERA. Évidemment, les mesures vont commencer par la suspension immédiate de toute transaction foncière et l'annulation des pleins droits de tous les certificats d'enregistrement émis frauduleusement sur ces sites. Au dernier chapitre de ce jour, du Conseil des ministres de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption des textes, un texte a été soumis à l'examen du Conseil. Il s'agit du projet de décret porté par le vice-premier ministre, ministre du Budget, fixant les critères et modalités de reclassement des organismes auxiliaires. Ces textes alignent les statuts de ces organismes auxiliaires sur les catégories prévues par la loi relative aux finances publiques, à savoir services des dépenses du budget général, budget annexe et établissements publics. Il assure aussi la cohérence avec les travaux de la commission permanente interministérielle chargée de la rationalisation de la parafiscalité COPIRAP. Il est assorti d'une grille d'analyse opérationnelle annexée aux 10 textes servant d'outils techniques d'aide à la décision pour objectiver et sécuriser les arrêtés de reclassement qui seront pris par le ministre ayant le budget dans ses attributions. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a précisé que l'adoption de ces textes contribuera à renforcer la gouvernance budgétaire, la transparence des finances publiques et la maîtrise de la parafiscalité. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté moyennant amendement. Commencé à 13h59, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h59. Je vous remercie.